J'étais assise sur mon petit balcon, une tasse de verveine tiède entre les mains, quand mon téléphone a vibré. J'ai cru d'abord à une alerte météo ou à un rappel pour mon prochain rendez-vous médical. Mais c'était un message de ma fille, Camille. « Coucou maman, à propos de la baby shower, c'est plutôt une fête du côté de la famille d'Antoine. J'espère que tu comprends. » Ce petit cœur, rouge et doux, placé à la fin du message comme un pansement sur une plaie ouverte, m'a fait plus mal que tout le reste. J'ai relu le message 3, 4 fois, en pensant que j'avais peut-être mal compris. Mais non, pas d'invitation, pas même une tentative de m'inclure. Juste un message poli, une exclusion déguisée en délicatesse numérique. Je m'appelle Madeleine Fournier. J'ai 71 ans, je suis infirmière en néonatologie à la retraite et je vis seule dans un appartement modeste sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. J'ai élevé Camille seule après la mort soudaine de mon mari, renversée par un chauffard quand elle n'avait que 3 ans. J'ai enchaîné les gardes, annulé des vacances, raté des anniversaires pour qu'elle puisse suivre ses cours de danse, porter un appareil dentaire, intégrer Sciences Po à Lyon. J'ai tenu bon. J'ai été sa base. Et maintenant, il semblerait que je sois devenue un poids. Je ne me suis pas sentie honteuse, juste vidée, comme si quelque chose en moi s'était détaché, lentement mais définitivement. Et dans ce silence qui a suivi la lecture de ce message, quelque chose d'ancien, de profondément ancré, s'est mis en mouvement. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas un désir de vengeance, c'était une lucidité tranquille. Je me souviens encore parfaitement de la nuit où je suis devenue veuve. C'était un mercredi soir de février, humide et glacial. Antoine rentrait d'un rendez-vous tardif à l'hôpital où il travaillait comme anesthésiste, et moi, je venais de border Camille dans son petit lit. Le téléphone a sonné. 2 gendarmes, une voix grave, une départementale verglacée près d'Ambert, un camion qui n'a pas freiné à temps, aucun survivant. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'ai juste écouté le bruit de la boîte à musique dans la chambre de Camille, ce carrousel rose qui tournait encore alors que tout s'était arrêté. Elle n'avait que 3 ans, bien trop jeune pour comprendre ce qu'elle perdait. Mais moi, je savais que tout allait changer, que je devrais tout porter seule. 3 semaines plus tard, je reprenais le travail à la maternité. J'étais de retour en néonatologie, dans l'odeur des désinfectants et des respirateurs. J'y avais trouvé une forme de repère. Là où d'autres voyaient le drame, moi je reconnaissais le combat, la fragilité, la résistance. J'ai accepté chaque garde, chaque remplacement. Matin, soir, nuit, je disais oui à tout. J'ai manqué son 5e anniversaire à cause d'une urgence avec un grand prématuré. J'ai raté sa première rentrée scolaire parce que j'étais coincée au bloc. Et je suis arrivée trop tard, alors qu'elle m'attendait toute seule à la grille avec son cartable neuf et les yeux remplis de questions. Et pourtant, elle ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Je me suis privée d'un voyage en Bretagne pour payer ses lunettes à verre progressif. J'ai cousu ses costumes de danse à la main, la nuit, entre 2 lessives. Je me souviens d'une nuit blanche passée à relire ses devoirs alors que je devais être debout à l'aube. Tout cela n'était pas un fardeau, c'était mon rôle, ma raison. Quand elle a été admise à Sciences Po, j'ai ressenti une fierté immense, silencieuse. Elle avait réussi. Elle avait devant elle un avenir que moi, je n'avais jamais pu m'imaginer. Et lorsqu'elle a rencontré Antoine, un jeune médecin issu d'une vieille famille d'Aix-en-Provence, j'étais heureuse pour elle. Il était poli, posé, cultivé. Mais en moi, une petite voix s'est mise à murmurer. Une voix que j'ai choisi d'ignorer, car très lentement, presque imperceptiblement, Camille a commencé à s'éloigner et à se transformer. Antoine venait d'un monde qui m'était étranger. Le genre de famille où l'on parle doucement en dégustant un vin que l'on a fait vieillir soi-même. Une grande maison à Puy-Ricard, des murs couverts de tableaux de famille, une bibliothèque pleine de reliures anciennes et un jardin qu'on ne traverse pas sans chaussures propres. Rien n'était criard, mais tout criait l'aisance. Lors de ma première visite, j'avais mis ma plus belle robe et apporté une tarte aux poires maison. Camille m'avait souri à la porte, un sourire tendu, plus soulagée qu'heureuse. Je me souviens que sa belle-mère, Bénédicte, m'avait saluée avec un air cordial, presque trop lisse.
Elle m'avait proposé du thé en précisant qu'il s'agissait d'un Darjeeling première récolte, comme si cela devait m'impressionner. Camille, elle, s'était montrée nerveuse, parlait vite, racontait des anecdotes sur son stage au ministère à Paris, riait d'un peu trop fort. Et moi j'avais senti dans chaque regard qu'elle posait sur moi une attente, celle que je me tienne droite, que je dise peu, que je ne prenne pas trop de place. Les changements sont venus par petites touches. Elle portait désormais des chemisiers sobres, des perles discrètes à ses oreilles, un parfum que je ne lui connaissais pas. Elle ne parlait plus de notre vieux camping en Ardèche, mais des vacances en Toscane avec la famille d'Antoine. Puis l'annonce du mariage envoyée par mail. Mon nom y figurait en bas de la liste, presque après les mentions protocolaires. J'ai souri en lisant, mais quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Le jour de la cérémonie civile, je me suis retrouvée assise à une table excentrée, entre une tante éloignée et un collègue d'Antoine. Il ne savait rien de moi. Camille portait une robe élégante, très sobre, et ses cheveux étaient tirés en un chignon parfait. Lors de la valse, je l'ai regardée danser légère, presque irréelle, et je me suis demandé si elle se souvenait que c'était moi qui lui avais appris à compter les temps en la faisant tourner au milieu du salon. Plus tard, sa belle-mère s'est approchée de moi. Elle m'a complimenté sur la sobriété de Camille, sur son sens du style tellement raffiné depuis qu'elle fréquente notre milieu. Elle parlait comme si elle avait façonné ma fille, comme si tout ce qu'elle était devenue venait de leur influence. J'ai hoché la tête, poliment, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Je me suis rappelé la petite fille qui courait pieds et nus dans la cour, les genoux écorchés, les cheveux emmêlés, les mains pleines de marguerites. Celle qui me disait que j'étais la plus belle maman du monde, même en pyjama. Celle qui se déguisait en fée avec un torchon autour du cou. Cette enfant n'avait pas besoin qu'on la transforme. Elle était déjà entière, déjà lumineuse. Et maintenant, elle appartenait à un monde qui me regardait à peine. J'étais devenue invisible, une présence tolérée, un visage dans un album. Le genre de personne qu'on mentionne sans s'attarder. Et le pire, c'est qu'elle semblait s'y être habituée. J'ai pris le train pour rentrer à Clermont-Ferrand le lendemain matin. Seule, fatiguée, le cœur plein de souvenirs qu'elle, peut-être, avait déjà rangés au fond d'un tiroir. Et j'ai commencé à comprendre que l'éloignement ne se mesure pas toujours en kilomètres. C'était Noël, 2 ans plus tôt. J'avais longuement cherché quoi offrir à Camille. Je voulais quelque chose qui porte du sens, pas un simple objet acheté en vitesse. Finalement, je m'étais décidée pour un collier de perles. Pas n'importe lequel, celui de ma propre mère. Elle le portait à chaque grande occasion, soigneusement rangé dans une boîte tapissée de velours bleu. Avant de mourir, elle me l'avait donné en disant simplement « Ce sera pour ta fille, un jour ». J'avais gardé cette boîte pendant des années, sans jamais y toucher. Je lui ai offert le collier lors d'un goûter de Noël anticipé, organisé pour ne pas trop bouleverser le programme de la famille d'Antoine, avait-elle précisé. Elle a ouvert la boîte, a regardé les perles quelques secondes, puis a dit « Oh maman, c'est très classique, mais merci !» Elle l'a reposé doucement, à côté d'un service à thé que Bénédicte venait de lui offrir, avec beaucoup plus d'enthousiasme. Le soir même, alors que je n'étais pas invitée au dîner officiel, elle m'a envoyé une photo par message. Elle y portait une robe d'un beige très chic, ses cheveux relevés avec soin, et autour de son cou, un collier de perles, mais pas celui de ma mère, celui de sa belle-mère. J'ai vu la photo, je n'ai rien répondu. J'ai simplement regardé ma tasse de vin chaud refroidir sur la table de la cuisine, le silence tout autour. Les mois suivants ont été pareils. Elle m'appelait rarement, et lorsqu'elle le faisait, c'était pour des choses précises. Des documents administratifs, une adresse oubliée, plus de confidences, plus de moments partagés juste pour le plaisir. Elle disait des phrases comme « Nous avons des habitudes différentes maintenant » ou « Bénédicte m'a conseillé de… » comme si je n'étais plus qu'un souvenir embarrassant. Je me suis surprise à douter, à me demander si j'avais été trop présente, trop simple, trop différente de ce qu'elle aspirait à être. J'ai repensé à ces années où nous n'avions que nous deux, où chaque détail de notre vie passait par l'autre. Je l'entendais pleurer dans son sommeil après la mort de son père, et je la prenais contre moi, sans dire un mot. Tout ce que j'avais, je l'avais donné pour qu'elle puisse être forte. Mais je n'avais jamais pensé qu'un jour,
elle voudrait effacer d'où elle venait. Elle me manquait. Pas la femme qu'elle était devenue, mais la petite fille qui me croyait capable de tout réparer. Lorsque Camille m'a annoncé sa grossesse, j'ai ressenti une bouffée d'émotion. C'était un dimanche après-midi, elle était venue passer 1 heure à l'improviste. Rien de cérémonieux, pas de grande déclaration, juste cette phrase glissée au détour d'une gorgée de tisane. Au fait, on attend un bébé en juillet. Je me suis tournée vers elle, j'ai cherché son regard, mais elle regardait déjà ailleurs, les mains croisées sur ses genoux. Je l'ai félicitée, bien sûr. J'ai pris ses mains entre les miennes, et pendant un instant, j'ai cru sentir quelque chose d'ancien se réveiller. Une trace de tendresse, un fragment de lien. Alors j'ai proposé ce qui me semblait naturel, l'aider à préparer la chambre du bébé. J'avais encore le lit à barreaux en bois massif, celui dans lequel elle-même avait dormi. Je l'avais soigneusement conservé, poncé, ciré, prêt à revivre. J'avais aussi des petits objets faits main, des jouets en bois, une guirlande de tissu que j'avais cousue lorsqu'elle avait 5 ans. Elle a marqué une pause, puis m'a expliqué que la chambre avait déjà été confiée à une décoratrice d'intérieur, engagée par les parents d'Antoine. Elle voulait un espace neutre et apaisant, au ton crème et lin. Le vieux mobilier, c'est charmant, mais ce n'est pas l'esthétique qu'on cherche, m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, j'ai souri comme j'ai pu. Mais quelque chose en moi s'est figé. Le soir même, je suis montée au grenier. J'ai ouvert la vieille armoire, dégagé le lit dessous une housse de protection et je me suis assise à côté, sur un tabouret bancal. Mes doigts ont suivi les traces gravées par le temps, les petites entailles qu'elle y avait faites avec ses dents en poussant. Je me suis rappelé les nuits sans sommeil, les fièvres, les berceuses chuchotées à voix rauque. J'ai revu ses petits poings serrés, ses yeux qui me cherchaient même en dormant. Les jours suivants, elle m'a envoyé des photos du futur nid. Tout était dans les tons beige et gris pâle, un style épuré, presque clinique. Il y avait un rideau en lin tendu parfaitement, une veilleuse design en forme de nuage. Je l'ai remerciée d'un simple emoji sans trop m'attarder. Je n'avais plus envie d'essayer de faire rentrer mon amour dans un espace où il n'y avait plus de place. J'ai compris que ce n'était pas juste une question de décoration, c'était un choix de distance, une volonté d'ancrer ce bébé dans une histoire toute neuve, lisse, déconnectée du passé. Et j'étais devenue doucement mais clairement un souvenir dont on redoute la texture. C'était un matin calme, un de ces dimanches un peu flous où tout semble en suspens. J'étais encore en peignoir, le pain grillé à peine entamé quand mon téléphone a vibré. J'ai tendu la main sans y penser, pensant à une promotion du supermarché ou un rappel de pharmacie. Mais non, c'était un message de Camille. « Coucou maman, à propos de la baby shower, c'est plutôt une fête du côté de la famille d'Antoine. J'espère que tu comprends. » Je suis restée là, figée, le téléphone à la main, le grille-pain encore tiède. J'ai relu, 1 fois, 2 fois. Le mot « plutôt » sonnait comme une porte qu'on referme doucement. Et ce cœur, ce petit cœur rouge à la fin du message, une caresse qui masquait une coupure. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé le téléphone sur la table, puis je suis allée m'asseoir dans le fauteuil près de la fenêtre. Je regardais la ville en contrebas, les toits gris de Clermont, les rares passants emmitouflés, les volets fermés. Je sentais en moi quelque chose de lourd, mais calme, comme un plancher qui se fend lentement, sans bruit. Je me suis rappelé les baby showers d'autrefois, celles de mes collègues à la maternité, modestes, joyeuses, faites de gâteaux faits maison et de rires sincères. Je n'en avais jamais eu, moi. À l'époque, ce genre de choses ne se faisait pas, mais j'avais rêvé un peu de vivre ce moment à travers elles, d'être là, de préparer des petits chaussons, de nouer des rubans, d'accrocher des ballons. Mais il n'y aurait pas de place pour moi. Pas même un coin de table, j'avais été rayée du cadre, remplacée par des gens bien habillés, posés, aux gestes précis. Le genre de gens qui font des listes de cadeaux sur Internet. J'étais devenue l'élément qui dérange, qui ne colle pas à l'esthétique. Dans l'après-midi, je suis allée dans ma chambre. J'ai soulevé le tapis au pied de mon lit, puis le couvercle de la vieille malle en bois. L'odeur de lavande séchée s'est échappée, mêlée à celle du temps.
À l'intérieur, tout était encore là. Le petit bonnet rose tricoté par une voisine, le bracelet de naissance de Camille, le bavoir brodé à la main. Et tout en bas, enveloppé dans un tissu doux, le hochet en argent gravé de ses initiales. Je l'ai pris dans ma main, j'ai senti son poids. Puis, j'ai compris ce que j'allais faire. Pas pour punir, pas pour choquer, mais pour rappeler, et pour ne pas laisser le silence écrire l'histoire à ma place. Je suis restée longtemps agenouillée devant cette vieille malle, les doigts posés sur le couvercle ouvert. Chaque objet à l'intérieur portait un fragment de vie. Le bonnet, minuscule, d'un rose presque effacé, tricoté par une voisine de palier qui n'était plus de ce monde. Le bracelet de naissance, en plastique blanc aux lettres bleues, Camille Fournier, 2,330 kg. Je me souvenais de ce chiffre. Je l'avais prononcé 1000 fois, comme une preuve que tout irait bien malgré sa petite taille. Elle était née en avance, fragile, les poumons encore hésitants. Je travaillais justement au service de néonatologie à l'époque, et même si cela n'était pas autorisé, je ne l'ai jamais quitté plus d'1 heure. Je passais mes pauses près de son couffin chauffant, lui parlant doucement, mon badge toujours autour du cou. Elle me reconnaissait, j'en étais certaine. Ses doigts se refermaient sur mon auriculaire avec une force étonnante. Il y avait aussi ce bavoir en coton, brodé de minuscules étoiles. Et puis, au fond, bien enveloppé, le petit hochet en argent, gravé CF. Il avait une fêlure sur le côté, souvenir d'un jour où elle l'avait lancé au sol avec rage, parce que je ne l'avais pas laissé manger seule. Ce hochet, elle l'avait gardé près d'elle pendant des années. Il avait été là pour les dents, pour les cauchemars, pour les longues attentes dans les salles de médecins. Je l'ai sorti de son tissu. Le métal était froid au toucher, mais la mémoire, elle, brûlait presque. Ce n'était pas un simple objet. C'était un rappel de toutes les heures passées à aimer sans condition, à soigner sans retour. Je suis descendue à la cave chercher une boîte propre. J'ai remonté, tapissé l'intérieur de papier de soie, blanc, simple. J'ai déposé le bonnet, le bracelet, le bavoir, le hochet. Puis je me suis assise à mon bureau. J'ai pris une feuille de papier à lettres, celle avec un fin liseré bleu, et j'ai écrit d'une main ferme. Pour ma petite fille, au cas où sa mère se souviendrait un jour de qui l'a élevée. Je suis allée à la banque, j'ai retiré 10 000 € de mes économies, et j'ai fait établir un chèque. J'y ai inscrit « Pour l'avenir de ma petite fille ». Rien de spectaculaire, aucun mot en trop, juste une vérité. J'ai placé le chèque dans une enveloppe que j'ai déposée au-dessus des souvenirs. J'ai fermé la boîte, ni fioriture, ni ruban. J'ai juste inscrit « À l'attention de Camille Delcourt ». Puis je suis allée la faire expédier. Livraison garantie pour le samedi suivant, à 15 h. Précise, en plein milieu de la baby shower. Le matin du retrait, j'ai mis mon manteau noir et mon foulard bleu marine, celui que je porte pour les choses importantes. Il faisait frais, l'air sentait déjà un peu l'hiver, et la lumière était nette, presque dure. Je suis descendue à pied jusqu'à mon agence bancaire, celle où j'ai mon compte depuis plus de 40 ans. L'employée, une jeune femme que je croisais parfois au marché, m'a souri poliment. Elle m'a demandé ce que je souhaitais, et je lui ai répondu avec calme. « Un chèque de banque, s'il vous plaît, 10 000 €. Elle a tapé sur son clavier, imprimé le formulaire, et pendant ce temps, je regardais par la vitre les passants pressés, les gens qui ne savaient rien de ma démarche. Ce n'était pas un geste de provocation, ni un cri, c'était une déclaration en silence. Une manière de poser une pierre, solide, indiscutable, dans une histoire qu'on tentait d'effacer doucement. Quand elle m'a remis le chèque, j'ai vérifié les chiffres, puis j'ai inscrit de ma main « Pour l'avenir de ma petite fille, au cas où sa mère se souviendrait un jour de qui l'a élevée ». J'ai replié le document, l'ai glissé dans une enveloppe épaisse, puis je suis rentrée chez moi. À la maison, j'ai ouvert la boîte que j'avais préparée la veille. J'y ai placé le chèque au-dessus du bonnet, du bracelet, du hochet, comme une couverture d'adieu, pas d'accusation, juste une présence. J'ai refermé le couvercle et entouré le tout d'un papier craft solide, avec une étiquette manuscrite, claire. Camille Delcourt, à ouvrir le 21 octobre à 15 h. Je me suis rendue dans un point relais un peu à l'écart, une petite boutique de quartier qui faisait aussi des envois express. Le propriétaire, un homme d'un certain âge, a scanné l'étiquette,
puis m'a demandé si le contenu était fragile. J'ai répondu que non, mais qu'il avait de la valeur. Il m'a regardé un instant, puis a simplement dit « Ce sera là à l'heure ». En rentrant, je n'ai pas allumé la télévision. Je me suis installée sur le canapé, une tasse de thé tiède dans les mains, les jambes recouvertes d'un plaid. Le salon était calme, baigné d'une lumière douce. Je n'ai pas pensé au visage surpris, au silence gêné, aux regards échangés. Ce n'était pas mon but. Je ne voulais pas bouleverser leur fête. Je voulais qu'elles se souviennent. Qu'elles sachent, sans grand discours, ce qu'elles portaient en elles, ce qu'elles devaient à des mains qui l'avaient tenue quand elle pesait moins de 3 kilos. Ce n'était pas une revanche. C'était un rappel, un point de repère, posé là, au milieu de tout ce qu'elles croyaient maîtriser. Le samedi arriva, comme prévu. Je connaissais l'heure exacte à laquelle la boîte devait être livrée. 15 heures. Pile au moment où, selon l'invitation que j'avais vue sur les réseaux sociaux via une ancienne collègue, les cadeaux devaient être ouverts dans le salon lumineux de la maison familiale à Puy-Ricard. J'imaginais les invités, un verre de crément à la main, entourés de décorations soigneusement agencées dans des tons crème, rose poudré et eucalyptus. Une table de douceur, des rubans, des ballons suspendus au plafond, des sourires mesurés. Je n'y étais pas, évidemment. J'étais chez moi, dans mon appartement paisible, une tisane à portée de main, assise dans mon fauteuil face à la fenêtre. Je n'ai pas regardé l'horloge, mais je savais. Je savais que quelque chose, à cet instant précis, allait venir perturber le déroulement lisse de cette journée. Je ne cherchais pas à déranger, mais je savais que le silence allait se fendre, que ce carton, posé sur la pile des présents achetés sur liste, ferait tache. Je n'avais pas mis de papier décoratif. Pas de nœud, juste mon écriture, droite, entière, posée sur une étiquette blanche. J'imaginais Camille, intriguée. Les regards se tournaient vers elle. Le poids du carton dans ses mains. Le téléphone a sonné le lendemain, c'était son numéro. Je n'ai pas décroché. Je ne savais pas encore si elle appelait pour crier ou pleurer. La boîte vocale s'est enclenchée, mais aucun message n'a été laissé. 5 minutes plus tard, l'écran s'est allumé à nouveau. Cette fois, c'était Antoine. Je n'ai pas hésité longtemps, j'ai décroché. Sa voix était sèche, contenue, mais il ne pouvait cacher son agacement. Il m'a demandé si j'étais consciente de ce que j'avais provoqué. Il m'a reproché mon geste déplacé, m'a dit que Camille avait été bouleversée, que Bénédicte avait murmuré, visiblement choquée, qu'elle ne savait même pas que la mère de Camille était encore en vie. J'ai écouté, je n'ai pas répondu. Ni pour m'excuser, ni pour me défendre. Il a continué, tentant de garder son calme, mais sa voix tremblait légèrement. Il m'a demandé de ne plus m'immiscer, de ne plus faire ce genre de choses. J'ai dit simplement que je comprenais. Puis, j'ai raccroché alors qu'il parlait encore. Sans colère, sans fracas, juste avec la certitude que tout avait été dit. Je suis restée un moment immobile, la main encore posée sur le combiné. Puis j'ai regardé par la fenêtre. Les arbres perdaient leurs feuilles, doucement, sans bruit. La lumière de fin d'après-midi teintait les murs de doré. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas un soulagement, mais c'était un point de vérité posé là, au centre d'un monde qui avait tenté de m'effacer. Le silence est revenu. Dense, installé, pas un mot, pas un message, pas même un emoji envoyé par erreur. Les jours ont glissé, un à un, sans heurte, mais avec cette sensation de vide discret, comme une pièce trop bien rangée. J'ai repris mes habitudes, mes promenades autour du parc Montjusé, mes courses au marché du samedi, mes lectures interrompues par les bruits familiers de l'immeuble. Tout paraissait inchangé, sauf moi. Je n'ai pas cherché à reprendre contact. Je n'ai pas tendu de perche, pas envoyé de messages déguisés en banalité. J'ai laissé l'espace exister. Peut-être parce que j'avais, pour la première fois depuis longtemps, le sentiment de m'être tenue droite, sans me plier, sans m'effacer. Et cette sensation, douce et étrange à la fois, m'a tenue debout. Chaque matin, je me faisais une tasse de thé, je mettais un peu de musique classique et je m'asseyais près de la fenêtre. L'air de novembre devenait plus sec, les couleurs changeaient sur les toits de la ville. J'observais sans attente, sans calcul, j'étais simplement là. Un jour, sans savoir pourquoi, j'ai ressorti mes aiguilles à tricoter. Un vieux réflexe, presque mécanique. J'ai acheté une laine douce, couleur vieux rose,
sans idée précise. Mes mains ont commencé à monter des mailles. Une couverture peut-être, une petite, juste au cas où. Pendant que les rangs s'alignaient, j'ai repensé à Camille, bébé, à ses premiers sourires, ses petits bras potelés, sa façon de s'endormir en tenant un coin de mon pyjama. J'ai revu ses premiers pas, ses chutes, ses colères, ses câlins soudains. Tout cela était encore là, en moi, intact, même si elle, peut-être, ne s'en souvenait plus. Et puis, un jeudi après-midi, alors que je tricotais tranquillement dans le salon, j'ai entendu frapper à la porte. Un coup discret, presque hésitant. Ce n'était pas le facteur, ni un voisin. Ce n'était pas une livraison, c'était autre chose. Je suis restée un instant figée, le cœur battant un peu trop vite. Puis je me suis levée, lentement, j'ai traversé le couloir, la main posée sur la poignée. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert. Elle était là, sur le palier, seule, sans sac, sans manteau, seulement vêtue d'un pull ample qui tombait un peu sur ses épaules. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite, son visage nu, sans maquillage, les traits tirés. Elle tenait quelque chose dans les mains, un petit body blanc, replié sur lui-même, minuscule, et elle ne disait rien. Je ne parlais pas non plus, je la regardais, debout sur mon paillasson, et je me sentais partagée entre la surprise et cette étrange sérénité qu'on ressent lorsqu'on sait, au fond de soi, que quelque chose devait arriver. Ce moment n'était ni une réconciliation, ni un règlement de compte. C'était une arrivée. Camille leva les yeux, doucement, comme si elle n'était pas certaine d'avoir le droit. Elle tendit le body vers moi et murmura, presque inaudible, qu'elle ne savait pas comment aménager une chambre de bébé. Elle ne savait pas par où commencer. Puis elle demanda, dans un souffle, si je pouvais l'aider. J'ai acquiescé, calmement, sans grande émotion visible. Je me suis écartée pour la laisser rentrer. Elle franchit le seuil sans un mot, ferma la porte derrière elle avec précaution. Nous sommes allés dans la cuisine. Je lui ai préparé une tisane comme je l'avais fait des centaines de fois avant. Elle s'est assise, les épaules voûtées, les mains posées autour de la tasse chaude que je lui tendais. Aucun mot n'a été dit à propos du colis, ni du chèque, ni de la réaction d'Antoine. Aucun reproche, aucune justification. Seulement une fatigue, une sorte d'abandon, comme si elle déposait enfin quelque chose qu'elle portait depuis trop longtemps. Et dans ce silence, je n'ai pas cherché à combler. J'étais là, présente. C'était tout. Plus tard, sans qu'on le décide, nous sommes montés ensemble au grenier. Je lui ai montré la malle, celle que j'avais ouverte seule quelques semaines plus tôt. Je l'ai laissée s'agenouiller, soulever les objets. Elle a pris le bonnet dans ses mains, a lu l'étiquette du bracelet, a fait rouler le hochet dans sa paume. Elle a vu le petit mot, plié soigneusement. Elle l'a lu sans un son, puis l'a replacé exactement comme il était. Ses épaules ont tremblé. Rien de théâtral, juste un mouvement, une faille. J'ai posé ma main sur son dos. Elle n'a pas bougé, et elle a laissé faire. Il n'y avait rien à expliquer. Tout était là, dans cette pièce, dans ces objets, dans l'espace enfin partagé. 2 jours plus tard, je me suis retrouvée chez Camille, dans leur appartement lumineux du centre-ville. Je n'y étais encore jamais entrée. Tout était impeccable, chaque objet à sa place, chaque couleur choisie avec soin. Le genre d'espace que l'on montre dans les magazines. Mais il y manquait quelque chose, ce désordre tendre qui rend un lieu vivant. Elle m'a emmenée dans ce qui allait devenir la chambre du bébé. Le sol était recouvert d'un tapis crème, les meubles encore emballés dans un coin, les murs fraîchement peints d'un blanc cassé. Seule une cloison était encore nue, avec du ruban adhésif peintre qui pendait. Elle m'a regardée et m'a dit qu'elle pensait à un verre d'eau, mais qu'elle n'était pas sûre. Elle voulait quelque chose de doux, mais vivant. Puis elle m'a demandé si je pouvais l'aider à peindre. Nous avons mélangé la peinture dans un vieux seau, comme on aurait préparé une pâte à gâteau. Elle a pris le rouleau en premier, a commencé en haut, près du plafond. Ses gestes étaient hésitants, pas tout à fait sûrs. Je me suis agenouillée pour faire le bas du mur. On travaillait en silence, côte à côte, mais pas l'une contre l'autre, plutôt l'une avec l'autre, sans commentaire, sans besoin d'expliquer. Au bout d'un moment, elle a commencé à parler, de la première échographie, du petit battement de cœur qu'elle avait vu sur l'écran, de cette peur sourde de ne pas être prête,
de cette voix en elle qui disait qu'elle ferait sûrement des erreurs. Puis, tout à coup, elle a dit qu'elle ne savait pas comment j'avais fait, seule, après la mort de papa. J'ai continué à peindre un instant. Puis je lui ai dit qu'on ne sait pas, qu'on avance, un pas après l'autre, parce qu'on n'a pas le choix, et que parfois, être là suffit. Pas parfaite, juste là. Elle s'est retournée, le pinceau à la main. Nos regards se sont croisés. Il n'y avait rien d'exaltant dans cet échange, rien d'explosif, juste quelque chose de vrai, une reconnaissance muette et une fatigue partagée. Une fois le mur peint, nous nous sommes reculés pour l'observer. La couleur était douce, presque imperceptible, mais elle réchauffait la pièce, lui donnait un peu d'âme, un souffle. Je suis restée un moment dans l'encadrement de la porte, à regarder le mur sécher, et je me suis dit que parfois, le pardon n'a pas besoin de mots. Il se construit à coups de petits gestes, de murs repeints, de silences acceptés. Quelques jours plus tard, j'étais de nouveau chez elle, pas pour peindre cette fois, ni pour trier les souvenirs, mais simplement pour être là. Elle m'avait appelée sans détour, m'avait demandé si je pouvais passer un moment, l'aider à plier les affaires du bébé. Je suis venue sans appréhension, il n'y avait plus de tension dans l'air, juste une sorte de calme, comme après une longue pluie. Sur la table, il y avait des piles de petits vêtements, des bodys, des pyjamas, des chaussettes minuscules, des choses simples mais pleines d'une tendresse contenue. Nous avons plié ensemble, sans ordre particulier. Elle me montrait les tissus, me demandait mon avis sur la matière, la taille, la fréquence à laquelle un bébé pouvait se salir. Elle riait de ses propres hésitations. Et peu à peu, elle s'est mise à poser des questions. Pas sur elle, pas sur nous, sur quand elle était bébé. Elle voulait savoir si elle avait beaucoup pleuré, si elle dormait bien, si elle aimait être portée. J'ai raconté, doucement, que ses pleurs, les premières semaines, me faisaient douter de tout, puis que son premier sourire avait balayé toutes mes peurs, que je l'endormais sur ma poitrine, les soirs d'orage, en lui fredonnant des comptines que j'inventais. Elle écoutait, vraiment, pas d'un air distrait, pas par politesse. Elle buvait chaque détail comme s'il lui manquait, comme si ces souvenirs que j'avais portés seule pendant toutes ces années pouvaient enfin devenir communs. Elle prit entre ses mains une petite photo que je gardais toujours sur moi. Elle me regarda enfant, pieds nus dans le jardin, avec une arrosoir verte presque plus grande qu'elle, les joues sales, le regard joyeux. Elle ne dit rien. Elle la contempla longuement, puis la posa sur la table, à côté du linge. À la fin de l'après-midi, nous avons rangé les vêtements dans les tiroirs neufs de la commode blanche. C'était encore une chambre de catalogue, mais elle portait désormais une empreinte, une nuance, un souvenir. Elle me demanda timidement si je pouvais tricoter une petite couverture. Pas en vieux rose, dit-elle, mais en gris doux. J'ai répondu que j'en avais déjà commencé une, sans trop savoir pourquoi. Elle m'a souri, sans surprise. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, il faisait nuit. Les rues étaient calmes, les vitrines déjà pleines de décorations d'hiver, et je me suis dit que les liens se reforment rarement comme avant, mais qu'ils peuvent se tendre à nouveau, différemment, et tenir. Quelques semaines plus tard, Camille est repassée chez moi. Il n'y avait pas d'occasion particulière. Elle n'avait pas appelé avant. Elle est arrivée comme on revient à un lieu familier, les mains vides mais le cœur un peu plus plein. Elle s'est assise dans la cuisine, a bu son thé doucement, et cette fois, c'est elle qui a parlé. Elle a dit qu'elle savait que certaines choses ne se réparent pas, que les années perdues ne s'inventent pas de souvenirs, qu'il y a des gestes qu'on ne rattrape pas, des mots qu'on n'a pas dits assez tôt, mais que ce qu'on construit maintenant peut quand même avoir du poids. Elle m'a regardée, droit dans les yeux, et m'a dit qu'elle ne voulait pas que sa fille grandisse sans savoir d'où elle venait. Je n'ai pas répondu par des grandes phrases. Je lui ai dit simplement que je serais là, pas parfaite, pas irréprochable, juste là, et que c'était déjà beaucoup. Un peu plus tard, elle a sorti une enveloppe de son sac. À l'intérieur, une photo d'échographie, un petit être à peine formé, un battement de cœur traduit en chiffres. Elle l'a posé devant moi comme une offrande silencieuse. J'ai regardé longtemps cette image floue, ce commencement.
J'ai pensé à ce que ce bébé porterait sans le savoir, des héritages tissés de silence, d'absence, mais aussi de présence retrouvée. La couverture était presque finie. Elle attendait sur le dossier du fauteuil, les dernières mailles en suspens. Je la lui ai montrée. Camille l'a prise contre elle, l'a caressée du bout des doigts et m'a demandé si je pouvais lui apprendre à faire les bordures. Je lui ai dit oui, évidemment. Je ne sais pas comment les choses évolueront. Peut-être que les vieux réflexes reviendront. Peut-être qu'un jour, elle reprendra ses distances, sans malice, juste par inertie. Mais ce jour-là, je n'aurai aucun regret. Je n'ai pas agi pour faire mal, ni pour me venger. Je n'ai pas cherché à rappeler ma place. J'ai simplement refusé d'être effacée. J'ai tracé un fil. Et maintenant, il tient. Je n'ai pas retrouvé ma fille comme on récupère une photo ancienne. Je l'ai vue venir vers moi, un pas à la fois, avec ce regard qui dit « Je ne sais pas tout, mais je veux essayer. » Et cela suffit amplement. Je suis restée là, en retrait, mais entière. Non pas pour elle, mais pour celle qui arrive, ma petite fille. Pour qu'un jour, peut-être, elle se souvienne d'une présence qu'il aimait avant même qu'elle respire.